philosophie. Et ces deux livres ont comme caractéristique d'être écrits par Barbara Cassin et moi. Ce sont donc des livres à deux auteurs, un homme et une femme, etc. Enfin, on aura l'occasion de discuter tout ça dans la suite. Alors, une brève présentation du pourquoi de ces deux livres. Le pourquoi est assez différent. Dans le cas de celui-ci, c'est-à-dire le livre sur Heidegger, le nazisme, les femmes, la philosophie, le point de départ est anecdotique. Nous avions écrit en commun, réellement à quatre mains, là, comme un texte unique, une préface aux lettres de Heidegger à sa femme. Lettres de Heidegger à sa femme qui ont été transmises par la petite fille, en réalité, de Heidegger, qui ont été publiées en allemand, qui sont des documents tout à fait intéressants, puisqu'ils parcourent en réalité toute la vie de Heidegger. Et nous avions donc décidé, du temps où nous étions co-directeurs de la collection L'Ordre philosophique aux éditions du Seuil, nous avons décidé de non seulement de faire traduire et de publier ces lettres de Heidegger à sa femme, mais de faire une préface, une présentation, finalement des raisons pour lesquelles on publiait ces lettres et pourquoi ça nous paraissait intéressant. Et alors cette préface, dont nous étions très contents d'ailleurs à l'époque, parce que c'est notre premier exercice à quatre mains, comme ça, cette préface, les ayants droit de Heidegger, eux, n'en ont pas du tout été contents, et ils ont entamé contre elle une procédure en arguant du fait que les indications de Heidegger spécifiaient que les œuvres de Heidegger ne pouvaient pas être préfacées par qui que ce soit. Voilà. Elles doivent paraître sans préface. Et donc cette préface a été interdite par décision, voilà, et les éditions du Seuil ont pilonné tous les exemplaires qui comportaient encore cette préface. Et donc nous avions été censurés, il faut dire les choses comme elles sont, nous avons été censurés, et comme ce n'est pas notre goût d'être censurés, c'est un point commun parmi quelques autres entre Barbara et moi, nous avons décidé de rééditer cette préface, qu'après tout, il a été interdit que Heidegger ait une préface, mais notre préface, on pouvait la publier toute seule, sans Heidegger cette fois. Voilà. Et nous censurions Heidegger, en réalité, post-mortem. Et on a saisi cette occasion pour la développer un peu, pour en faire un petit livre plus autonome qu'une simple préface. Et on a décidé, en particulier, d'y inscrire nos désaccords. Alors ça, c'est un point dont il sera peut-être question. Nous travaillons ensemble à des directions de collection avec Barbara Cassin depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et par ailleurs, philosophiquement, nous ne sommes pas d'accord sur grand-chose en vérité. Parce que Barbara Cassin a joué un rôle fondamental dans la remise à l'ordre du jour intraphilosophique de tout le corpus des sophistes grecs. Elle en a tiré des conséquences considérables. Et comme moi j'assume un héritage platonicien, nous sommes évidemment en guerre en réalité, hein, parce qu'évidemment entre Platon et les sophistes, ou entre Platon et ce que Platon a déclaré être les sophistes, entre ce que sont ou ce qu'on a imaginé qu'étaient les sophistes et Platon, ça crée quand même deux traditions sévèrement opposées. Et donc, de fait, nous sommes considérablement en désaccord. Et cependant, nous travaillons ensemble depuis 20 ans sans problème majeur. Et nous voulions ponctuer ce petit livre, écrit en commun au départ, écrit vraiment à quatre mains, nous voulions le ponctuer cependant par des lignes de fracture, d'opposition, de divergence, que nous avons localisées. C'est-à-dire, ce sont des passages qui sont en italique et qui sont présentés comme des divergences locales sur tel ou tel point précis dont nous nous expliquons. Donc ce livre est à la fois une revanche contre une censure, c'est une prise de position concernant le débat sur Heidegger, dont vous savez qu'il a fait rage un peu partout, y compris dans ce pays, à savoir la question Heidegger, premièrement, a-t-il été réellement nazi ou national-socialiste? Deuxièmement, quel est le lien
entre le fait qu'il a été nazi-nationaliste et sa philosophie, et troisièmement, quelles conséquences doit-on en tirer? Ce débat a été furieusement agité depuis des années, donc on donne notre propre avis là-dessus, et puis on donne aussi, autour de cet avis sur lequel nous sommes d'accord, des indications sur toute une série de points, y compris concernant Heidegger, sur lesquels nous n'avons pas tout à fait la même optique. Voilà, ça c'est pour ce livre, Heidegger, le nazisme, les femmes, la philosophie. Et vous me direz que, pourquoi les femmes là-dedans? Le nazisme on voit, la philosophie on voit ici, pourquoi les femmes? Parce que cette question des femmes est très agitée, il faut bien dire, très présente dans les lettres de Heidegger à sa femme. D'abord, ce sont les lettres à sa femme, une première occurrence des femmes, mais il est beaucoup question d'autres choses aussi, et d'autres femmes dans ces lettres. Et donc, on a là un point de vue, se dessine à travers ces lettres, un point de vue sur la relation de Heidegger aux femmes, sur ce que les femmes signifiaient, et lui-même, dans cette correspondance, assigne malgré tout une fonction, en quelque manière, philosophique, à sa manière, à cette présence des femmes. Qu'il s'agisse de l'épouse, ou qu'il s'agisse de Hannah Arendt, ou qu'il s'agisse, à vrai dire, de beaucoup d'autres. Voilà. On reviendra sur ce point dans la discussion. Donc Heidegger, le nazisme, les femmes, la philosophie, c'est les thèmes que nous avons retenus, que nous avions retenus de cette correspondance de Heidegger avec sa femme. Alors l'autre livre, Il n'y a pas de rapport sexuel, 2 leçons sur l'étourdi de Lacan, est tout à fait différent. Nous avions co-organisé avec Barbara Cassin, il y a quelques années, une journée d'études sur l'étourdi. L'étourdi, texte de Lacan, assez mystérieux, assez compact, et en même temps d'une grande importance, et il y avait eu une série d'interventions sur ce texte, et puis finalement nous avons décidé d'en faire un recueil, puis finalement il s'est trouvé que pour des raisons diverses, on a ramené ça à nos 2 textes, à nos 2 interventions. Et donc là, c'est pas un texte écrit à 4 mains, c'est 2 textes séparés, 2 interprétations de l'étourdi de Lacan, qui sont 2 interprétations, également divergentes, naturellement. On retrouve le même problème du fait que nous publions un livre en commun, et avec un grand plaisir de le faire, mais en même temps, finalement, l'étourdi de Lacan, c'est pas tout à fait la même chose pour Barbara Cassin et pour moi. Donc vous avez ces 2 livres qui témoignent du point de vue du travail philosophique et éditorial qui est le nôtre, qui témoigne à la fois de l'unité et de la divergence. De l'unité, puisque ça va jusqu'à un texte que nous avons écrit ensemble, et sur lequel nous étions évidemment d'accord, et de la divergence, puisque ça va sur 2 textes disjoints, dans lesquels les critiques à l'égard de l'autre texte ne manquent pas. Et par exemple, le texte de Barbara Cassin qui vient en premier comporte des indications donneuses, disons, sur des choses dites dans le de moi qui vient après. Donc, il est typé en quelque manière dans sa critique. Voilà. Et donc, ce sont, si vous voulez, c'est quand même je terminerai là-dessus, ce sont des entreprises singulières, puisque, malgré tout, la philosophie présentée ou faite à 2, un homme, une femme qui travaillent ensemble dans le champ éditorial depuis très longtemps, et pas seulement dans le champ éditorial, puisqu'ils ont aussi participé ensemble à des séminaires Einstein, je suis moi-même intervenu dans des séminaires organisés par Barbara Cassin, et qui publient comme ça, dans cette espèce de communauté divergente, philosophique, c'est une chose qui est une singularité. Et donc ces 2 petits livres témoignent de cette singularité, et ils sont des jalons pour une entreprise de plus grande envergure que nous avons en tête, qui serait d'écrire un livre sur hommes et femmes en philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a un sens? Et si ça en a un, lequel? Est-ce que la philosophie est originairement masculine? Est-ce que le mode de présence des femmes dans la philosophie est singulier? Dans ce cas-là, lequel? Etc. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est un projet que nous avons et que nous réaliserons certainement un jour. Et dont ces 2 livres sont au fond un peu les jalons ou les témoins. Voilà pour l'instant. Oui. Jamais, au fond, jamais nous n'avions thématisé la différence entre nous, jusqu'à ces 2 livres. Et une chose assez drôle, c'est qu'à peu près au moment où ils sont parus, ou au moment où on les a écrits, il y a eu un petit blog que j'ai transmis à Alain,
nous avons publié un livre qui s'appelait « Les Grecs, les Arabes et nous ». Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la collection Ouverture. Il est là. Et donc, quelqu'un sur un blog a dit, il faudra quand même se demander un jour, qu'est-ce que c'est que ce platonicien et cette sophiste qui publient ensemble? Bon. Oui, et c'était visiblement, c'est louche. Oui. Et je crois que c'est très louche, en effet. C'est-à-dire que ça fait couvrir un champ, disons, philosophique, enfin, ou philosophique et non philosophique, philosophique et littéraire, philosophique et extérieur à la philosophie. Je crois que c'est pour ça que nous avons appelé, nous sommes passés de l'ordre philosophique, au seuil, à ouverture, avec un S chez Fayard. Hein. On n'entend pas? Comme ça? Non, vous inquiétez pas, continuez. Je continue? Oui. Bon. Mais je peux parler plus fort. Oui, je disais que nous sommes passés de l'ordre philosophique, qui est, bon, vous voyez bien vous-même la norme, vous entendez la norme qu'est la philosophie dans ce titre de collection, à une collection vagabonde quant à la philosophie qui s'appelle Ouverture chez Fayard, et dans laquelle nous avons envie justement d'interroger le rapport entre la philosophie et ce qui n'est pas elle, à savoir, à commencer par peut-être la philosophie et la différence des genres, la philosophie et la sophistique. Donc, on peut dire que on s'est découvert cela en faisant ces livres et en étant vu. C'est la première fois qu'on a été vu comme philosophe et comme sophiste et comme dangereux par ce doublet-là. Il faut reconnaître. Voilà. Bon, c'était l'une des choses que j'avais envie d'ajouter. À part ça, nous-mêmes, on a pu se demander pendant longtemps, enfin, ou plutôt, on ne s'est jamais demandé pourquoi c'était si facile de travailler ensemble. Or, ça a été constamment extrêmement facile, extrêmement gai, extrêmement simple. Et en parlant de cela, nous nous sommes aperçus qu'au fond, ça pouvait se déployer de la manière suivante. Effectivement, nous n'avons pas du tout la même manière de faire de la philosophie. Il y a une manière platonicienne et une manière sophistique, et il faudra revenir sur ce que ça veut dire. Et il faudra revenir sur le fait ou non que cela puisse croiser la différence des genres, hein, la différence entre les perceptions de la vérité, ou les assomptions de la vérité, les localisations de la vérité, puissent simultanément situer quelque chose de l'ordre de la différence des genres. Bon, ça ne va pas de soi, mais on peut tout à fait discuter de cela, et c'est l'un des points qui va nous occuper dans ce livre qu'on projette Homme-Femme Philosophie. Et c'est l'un des points qui ne cesse d'apparaître dans les frictions entre nos deux textes, ou entre les controverses locales d'une part et puis les doubles textes de l'étourdi. Bon, ça c'est une chose, mais donc nous avons une toute autre critique de la raison pure. Nous avons une toute autre perception de ce qu'est la raison, de ses limites et de la place de la vérité. Et même, je dirais, peut-être de son caractère singulier ou pluriel, de son caractère majuscule ou minuscule, de son caractère absolu ou relatif. Bon, c'est bien là que les différences se placent. Et puis, par ailleurs, nous avons à peu près la même perception dégoûtée de ce qu'on pourrait appeler la morale ou la critique de la raison pratique. On a la même méfiance absolue à l'égard des impératifs qui en proviennent, et des impératifs globaux et des impératifs locaux. Et puis, on a au fond le même plaisir, on ressent le même plaisir esthétique. On a le même goût pour les mêmes types de choses, ou plutôt les mêmes dégoûts pour les mêmes types de choses, ça très clairement. Donc nous ne nous sommes jamais posé de problème quant au choix des manuscrits, par exemple, que nous avons pu éditer. On a toujours été d'accord, et ça a toujours été d'une facilité, et je dirais d'une simplicité, d'une joie tranquille, qui allait de soi. Donc, c'est autour de ces perceptions différentes, disons, de la raison, et cette perception commune du goût et de la morale, que ces deux textes s'articulent, que ces deux fois deux textes s'articulent. Voilà.
Alors, peut-être un mot sur le point d'accord fondamental quant à Heidegger, c'est le fait que, oui, c'est un grand philosophe, oui, c'est un nazi ordinaire, et il faut que la philosophie s'en débrouille, pour reprendre une expression qui est dans ce livre, que la philosophie s'en débrouille. Qu'est-ce que ça veut dire que un même mec puisse être ignoble et magnifiquement intelligent? Qu'est-ce que c'est? Et magnifiquement, philosophiquement intelligent. Comment on fait avec ça? Et qu'est-ce que ça implique par rapport à la perception de la philosophie? Donc ça, c'est notre point absolument largement commun. Après, la manière de situer le rapport entre politique et philosophie, la manière de les subordonner les uns ou de les discoordonner, ça, bon, disons que ça reste à explorer et que du côté d'Alain Badiou, c'est une perception qui se ramène à la perception platonicienne, et moi j'estime que la mienne n'est pas analogue, et je la qualifie de, disons, aristotélico-arendtienne. C'est Arendt et Aristote qui sont derrière. Alors que derrière la position de Badiou, il y a vraiment Platon, mais probablement que tout cela tient à ce que nous n'avons pas tout à fait la même interprétation de Platon. Et Platon est susceptible, probablement, de plus d'une interprétation. Et en tout cas, quand on lit un texte de Platon, eh bien, on peut vraiment être embringué dans un sens ou dans un autre. Et à l'intérieur même du texte grec, le texte grec vous conduit, vous dérape, vous fait gicler, vraiment, d'un côté ou d'un autre. Et donc, cela est, disons, à travailler. Et probablement que dans ce livre « Homme, femme, philosophie », nous allons repartir de nos perceptions complexes